Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, on parle du cloud et des commerces de détail, le retail en anglais. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous retrouver, d'être plus nombreux de semaine en semaine, à vous abonner, à nous écouter dans les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tous les autres. Merci de continuer de nous laisser vos commentaires, vos petits pouces vers le haut, les 5 étoiles, parce que c'est ça qui titille les algorithmes de recherche et les algorithmes de personnalisation. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure de personnalisation. Aujourd'hui, le cloud, spécifiquement le cloud AWS, avec les commerces de détail, ce qu'on appelle les retailers. Donc ce sont les supermarchés, les magasins de bricolage, tout ce qui vend, tout ce qui a des boutiques et qui vend à gauche et à droite. Et on va parler notamment des technologies développées par Amazon en interne, puisqu'Amazon est un retailer aussi à la base, et comment ces technologies peuvent bénéficier ces commerces de retail. Et pour en parler, j'ai Bastien Leblanc avec moi, qui est Solution Architect spécialisé dans le monde du retail. On enregistre ce podcast à Londres, où je suis pour le Summit de Londres qui a eu lieu fin avril. On s'est croisés dans un couloir, Bastien et moi, et on s'est dit, tiens, c'est intéressant ça, est-ce que tu pourrais en parler un tout petit peu dans le podcast? Donc Bastien, merci d'être là. Dis-moi, quels sont les challenges informatiques en général qui incombent à ce métier de la grande distribution, enfin, ou du supermarché, de la vente de retail? Alors, je crois que les grands domaines ou les grandes complexités qu'apporte le retail, c'est surtout sur la partie scalabilité et agilité du business, et aussi la façon de déploiement à l'international. Donc scalabilité, voilà, c'est la possibilité de passer à l'échelle, de pouvoir tantôt avoir 10 000 clients à la minute. Exactement. Et puis la nuit, plus rien. Exactement. Et ça, c'est très typique du retail. Les sites e-commerce sont parfois très demandés lors de promotions, ou lors de promotions sur du réseau social, ou des événements saisonniers, comme Black Friday Noël, ou Noël, ouais. etc. Donc ça, c'est la scalabilité. Ça, c'est la scalabilité. Mais là, tu parles de retail online. C'est la même chose dans les retail physiques, là où je dois aller dans un magasin, entre 4 murs, etc. Il y a aussi ce challenge de scalabilité. Oui. Pour les mêmes raisons. Il y a exactement pour les mêmes raisons. Dans les magasins, on a de la saisonnalité et l'informatique de gestion des stocks, de gestion des commandes, de gestion des caisses. Doit être capable de suivre. Exactement, doit être capable de suivre de la même façon à l'échelle. Et c'est là où le cloud est très intéressant pour s'adapter sans devoir provisionner trop de capacités informatiques pour toute le... Ouais, tu as dit scalabilité, passage à l'échelle, oui. Puis tu as parlé des caisses, et ça fait le lien sur le deuxième, la disponibilité aussi. Il ne faut pas que le système tombe en panne. Absolument. Pendant un temps donné, ni online, ni en physique. C'est critique pour un magasin en ligne d'être disponible en permanence. Et je dirais même encore plus lors d'un événement comme Black Friday. Il doit être disponible parce que les clients s'attendent à ce qu'il soit disponible. Ou quand on achète quelque chose en ligne, c'est très important pour la marque. Et le dernier que tu as dit, c'est déploiement à l'international, c'est-à-dire la possibilité, voilà, je suis un retailer, je veux me lancer dans un nouveau marché en Europe ou ailleurs, et donc je vais pouvoir amener mon infrastructure informatique à ces endroits-là. Oui, les clients qui sont implémentés dans plusieurs pays doivent déployer leur site internet ou leur infrastructure de caisse, etc., dans chacun des pays. Et ça peut être très complexe quand on n'est pas sur le cloud, d'ouvrir des nouveaux data centers, et de synchroniser les données entre les pays. Encore une fois, un avantage important pour le cloud de pouvoir déployer la même infrastructure, la même application au travers de plusieurs pays. Avec les 26 régions AWS, j'espère que 26 c'est correct d'ailleurs, je vais toujours vérifier parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Donc la possibilité toujours de déployer au plus près de là où sont les magasins, dans ce cas-ci, pour diminuer la latence, c'est essentiellement ça qui compte. Peut-être des questions de régulation aussi, garder certains types de données sur certains territoires. Exactement. La latence, la régulation, et peut-être qu'on en reparlera aussi, d'aller jusqu'à du edge computing et déployer des applications encore plus proches
des clients jusque dans les éléments physiques comme les magasins ou les centres de distribution. Alors je l'ai dit dans l'introduction, tu es basé en Angleterre, tu travailles essentiellement avec des retailers anglais, mais pas que, tu as un scope européen également. Et ici en Angleterre, les retailers ont adopté ou adoptent le cloud peut-être un peu plus vite que sur le continent, de l'autre côté de la Manche. Quelles sont les tendances que tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils adoptent le cloud? Et spécifiquement, enfin pourquoi, on l'a dit, agilité, etc., mais spécifiquement AWS, quelle est cette dynamique entre les retailers anglais, ceux que tu connais le mieux, et AWS? Les retailers anglais ont adopté le cloud et spécifiquement AWS pour répondre à ces problématiques d'adaptation à l'échelle, de scalabilité, de déploiement beaucoup plus rapidement et aussi de façon plus agile. Et ce qui a été spécifiquement dans les dernières années, où on a vécu la crise de Covid et d'autres crises. Le Brexit. Le Brexit est un très bon exemple pour les Anglais qui ont dû adapter leur chaîne de distribution de façon différente, de déplacer de l'informatique qui était dans une région en Angleterre. Et AWS étant présent dans ces 26 régions, ou peut-être plus, le déploiement a été hyper possible et facile pour les clients. Et aussi, déploiement à l'échelle, ça veut dire s'adapter à la demande hyper rapidement, dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que si une promotion sur un site de réseau social demande 100 ou 1000 fois plus de demandes pendant quelques minutes, le cloud AWS va s'adapter pour répondre. Pour autant que les applications soient bien écrites, scalables, etc. Exactement. On va parler de ça en détail. On peut parler de ça. Typiquement, tu vois quoi? Deux choses. La partie online, où les vendeurs traditionnels ont dû accélérer en tout cas l'ouverture d'une boutique en ligne et de supporter les pics de charge qui vont avec. Mais est-ce qu'il y a aussi de l'informatique plus traditionnelle pour gérer des magasins brick and mortars, comme on dit en anglais, en briques, des magasins physiques? Ce sont les deux approches que tu vois? On voit les deux tendances. C'est souvent commencé par le digital, souvent par le e-commerce c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. On s'attend à ce que ça soit la porte d'entrée parce que c'est là où il y a le besoin de plus de scalabilité, le besoin de déployer en ligne, physiquement, disponible de façon publique sur Internet. Mais tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas en tant que client, c'est toute l'informatique qui est derrière pour gérer le stock, gérer l'optimisation de la livraison, problème hyper complexe à faire, gérer le stock dans les différents centres de distribution et s'assurer que chaque produit est bien au bon endroit. Au bon moment. Au bon moment. Ça demande des algorithmes de machine learning, d'apprentissage machine, qui sont effectivement hyper complexes à résoudre. Et c'est là, pour utiliser des services qu'on propose chez AWS, ça permet d'accélérer rapidement la résolution de ce genre de problème en utilisant la connaissance que AWS et Amazon a de ce domaine fonctionnel, puisque c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Amazon a dû le faire depuis 25 ans, et c'est le cœur de métier d'Amazon, c'est de livrer le bon produit le plus rapidement possible chez un client, en optimisant cette gestion du stock et cette gestion. Mais donc l'entrée par l'online, avec des projets plutôt de replatforming, genre ils avaient quelque chose avant, ils migrent vers le cloud, ou vraiment de la réécriture en prenant les technologies cloud native, le serverless, etc. Alors on voit vraiment les différentes approches entre, comme tu l'as dit, des clients qui vont réécrire une nouvelle application directement dans le cloud. On a beaucoup de clients qui migrent leurs applications existantes dans le cloud et après qu'ils la modernisent. Par exemple, des applications qui tournent sur IBM WebSphere. Donc on a des clients qui ont migré WebSphere sur AWS et après réécrit des microservices. On a des clients qui ont créé leurs microservices sur AWS avec le back-end toujours dans leur centre de données et progressivement réduire l'impact de WebSphere dans ce cas-là, par exemple, ou d'autres,
pour migrer plus sur AWS. Et puis une fois qu'ils ont testé l'online et qu'ils voient que ça marche, ils se sentent à l'aise et c'est là qu'on commence à parler de projets de peut-être fermeture de data center ou de migration de l'informatique interne. Ce sont des choses qui arrivent en retail également. Oui, c'est une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils se sont rendus compte de la puissance d'adaptation du cloud et réduction des coûts et des performances, dès que possible, on ferme les data centers ou on supprime certaines applications. Et on migre, autant des applications pour les clients et beaucoup d'applications. Tu as quelques exemples pour nous de clients connus en Angleterre, peut-être pas nécessairement en France. Voilà, je peux parler par exemple de Waitrose, qui est un client qui est un client alimentaire, donc de la vente en détail d'alimentaire. Supermarché de proximité, plutôt moyenne gamme, haut de gamme. Qui ont construit leur e-commerce sur AWS depuis maintenant 4 ans. Lors de la crise du Covid, les magasins étaient fermés, donc tous les clients se sont tournés vers le site internet pour commander leurs courses en ligne. Et ce qui a donné une augmentation de 10 fois plus de trafic. 10 fois plus de trafic. 10 fois plus de trafic sur leur site internet pour commander en ligne leurs courses. C'est là qu'on voit que le cloud les aide à la scalabilité que tu parlais au début. Exactement. Et le site n'est pas tombé une seule fois. Il a fonctionné. Et maintenant, la part du e-commerce est passée de 5 à 20%. 5 à 20% de leur chiffre d'affaires. Wow. Donc ça a été multiplié par 4 en 4 ans. Voilà. Avec un minimum d'adaptation, puisque leur application était déjà sur AWS, en utilisant les services serverless de Lambda, Kubernetes, EKS, et la base de données DynamoDB. Ah oui. Oui. Et, pour le panier d'achat. Pour le panier d'achat, pour les produits, pour les commandes. Le catalogue produit est également dans DynamoDB. Le catalogue produit. Et tout est basé sur des APIs, par API Gateway livré par CloudFront. Et donc quand tu dis un site web e-commerce typique, c'est quoi? C'est un catalogue, c'est une possibilité de rechercher, c'est une gestion de panier, une gestion des commandes avec tout l'aspect back-end, je suppose, de logistique, d'amener la bonne commande au bon endroit, gestion de la plateforme de paiement. Je suis en train d'essayer d'imaginer toute la chaîne. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, je pense que tu as bien couvert. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est souvent des partenaires qui font certaines parties de ces fonctionnalités. Par exemple, la recherche, on peut utiliser Elasticsearch, mais on voit beaucoup de clients qui utilisent des services partenaires pour la recherche. Et comme si tout est écrit en microservices et API, ça devient intégrable, beaucoup plus agile de tester un nouveau service, de le passer sur un partenaire ou un autre. Et c'est ce qui fait toute l'agilité d'un site e-commerce, c'est de pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux partenaires pour la recommandation aussi, par exemple, puisque maintenant les clients s'attendent à ce que par défaut un site soit hyper personnalisé sur soi-même, parce qu'on nous connaît, parce qu'on connaît nos commandes, on connaît notre historique d'achat, notre historique de clics dans les dernières minutes ou dans les derniers mois. Donc on s'attend à ce que le site soit... On a pris des mauvaises habitudes avec Netflix et Amazon, et en tant que client, on s'attend à ce que tous les autres sites web fassent la même chose. On va parler des use cases plus en détail, data, IML, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus surprenants également. Mais avant ça, j'ai une question un peu bateau, parce que quand je parle retail, quand je parle cloud avec des retailers en France, souvent on me dit oui, mais. Et il y a un gros mais, c'est qu'AWS appartient à Amazon. Amazon est un retailer, on l'a déjà dit, enfin vous le savez, et puis on l'a déjà mentionné, 25 ans d'expérience de vente en ligne. Et donc il y a l'objection première que je reçois, oui, mais je ne vais pas mettre mes données chez AWS parce que Amazon va les utiliser pour me faire de la compétition. C'est vrai? C'est pas vrai? Alors c'est absolument faux. Amazon n'a absolument pas accès aux données de clients AWS. AWS non plus d'ailleurs. AWS n'a pas accès. On instaure une barrière très forte entre les données de nos clients. Tous nos clients sont traités de la même façon. Amazon.com est un client comme un autre.
Il se trouve que c'est un de nos grands clients, très exigeant aussi, mais c'est très important de séparer de façon très forte les données de nos clients, parce que la sécurité est numéro 1 pour nous, et il serait simplement impensable, suicidaire, qu'on partage les données d'un client vers un autre. Donc il y a des barrières très fortes, à la fois au niveau technique et au niveau réglementaire procédural, qui fait que les employés d'AWS n'ont pas accès aux données des clients. Et comme tu l'as dit, Amazon.com, c'est un client, on ne va pas aller pomper les données d'un client pour les donner à un autre, même si on a des relations très fortes. C'est exactement ça, des barrières techniques, chiffrement, séparation physique et logicielle, et barrières légales. En fait, notre business est construit sur la confiance, et si on casse la confiance de nos clients, ben on peut mettre la clé sous la porte à la fois Amazon Retail et à la fois AWS. Donc pas d'utilisation des données de n'importe quel client AWS vers n'importe quelle entité d'Amazon, y compris AWS elle-même, avec des restrictions techniques. Et puis, il y a aussi ces barrières plus psychologiques peut-être, on peut en toucher un mot très rapidement, c'est ceux qui disent oui, mais Amazon c'est quand même un compétiteur, je ne vais pas aller me mettre dans les mêmes outils informatiques que mon compétiteur. Je ne sais pas si tu as cette objection-là de temps en temps et comment tu y réponds. Ah oui, on entend souvent cette objection, et je vois ça vraiment comme une situation gagnante-gagnante. Et on voit ça avec beaucoup de clients en Angleterre et en Europe, comme Decathlon par exemple. Une situation gagnante-gagnante comme un partenariat, plutôt que d'être compétiteur, de partenariat pour l'innovation, apprendre et utiliser l'innovation d'un autre de Amazon sur AWS, l'économie d'échelle, et réinvestir dans une plateforme encore plus adaptée dans les besoins retail. Le partenariat aussi va au-delà de l'informatique, dans les magasins, dans les devices Alexa, et tous les autres services Amazon. Nos clients retail sont souvent aussi partenaires de Amazon.com, où on peut faire ses courses par exemple sur Amazon.com pour acheter chez un retailer autre. En France, c'est Monoprix par exemple. Exactement. En Angleterre, Morrisons. En France, Monoprix. On peut faire ses courses Monoprix sur Amazon. Et encore une fois, c'est une situation gagnante-gagnante. Les deux bénéficient de la marque, de la bonne image de marque, je dirais, et de la connaissance de la partie livraison d'Amazon Prime. Et Monoprix, c'est sa connaissance des produits et de la marque reconnue en France. Oui, on leur apporte le trafic qu'il y a sur Amazon, et eux nous apportent le catalogue de produits Monoprix et la chaîne logistique d'approvisionnement de produits frais notamment, ce qui n'est pas du tout le même métier que pour les autres produits. Il y a pas mal d'innovations qu'Amazon a fait, et qui au fil du temps sont arrivés comme des produits AWS, et on a parlé de DynamoDB avant. DynamoDB a été conçu à l'origine pour gérer le panier d'achat du retailer, et puis plus tard c'est devenu une base de données en service que tout un chacun peut utiliser. Il y a d'autres choses au niveau AIML notamment, la personnalisation, tu en as parlé, le forecasting, donc la prévision, être capable de pouvoir prévoir les stocks dont on aura besoin à un moment donné. Est-ce que ce sont des technologies, est-ce que les retailers plus traditionnels qui ne sont pas nés dans le cloud comme Amazon ou qui ne sont pas nés online commencent à utiliser ces technologies là aussi, des technologies autour de la data, de l'analytics, de l'apprentissage machine? Oui, et c'est un des grands vecteurs d'utilisation d'AWS, c'est d'utiliser ces services qui ont été construits, comme tu l'as dit, au départ par Amazon. Si je prends l'exemple de la personnalisation, c'est la recommandation d'un produit basé sur notre historique. C'est un problème particulièrement complexe à résoudre, malgré ce qu'on peut imaginer, parce que maintenant c'est devenu tellement naturel. Oui, j'écoute un truc sur Spotify, il me recommande autre chose, tout le monde le fait, mais c'est pas facile à faire. Quand on ouvre le capot et qu'on regarde derrière, c'est très complexe à faire. Et quand on est un retailer, quand on vend de l'alimentaire ou du bricolage, c'est pas notre métier de faire de la data, de faire des modèles de machine learning. Donc les clients utilisent la connaissance d'Amazon qui propose ces modèles et son expérience depuis des dizaines d'années sur l'AIML pour utiliser des services, ce qu'on appelle haut niveau, donc
relativement très simple d'accès pour des non-connaisseurs spécifiques de machine learning. On fournit juste nos données d'interaction avec les produits, les commandes, les clics, les likes, les reviews, pour proposer des recommandations aux clients juste par et c'est juste une API de haut niveau. Ça, c'est le service Amazon Personalize. Donc ça veut dire si je suis un retailer aujourd'hui, je ne dois pas engager une armée de data scientists, des gens qui ont des postdocs en maths et en statistiques pour implémenter ces fonctionnalités-là. Exactement. Tu peux commencer très rapidement et te focaliser sur les choses importantes et spécifiques à ton métier ou ton produit. Il y a d'autres technologies qu'Amazon a développées en interne. Je pense au call center. Il y a déjà eu un épisode du podcast où on parlait des call centers, mais au fil du temps, avoir une plateforme d'appel, c'est un truc très important pour tous les commerces. Et Amazon avait des besoins de passage à l'échelle, de disponibilité qui étaient difficiles à trouver dans les solutions du marché. Donc Amazon, et je ne parle pas AWS, a développé un call center en interne pour eux. Et ce call center est revendu maintenant en usage à ce service dans AWS. Est-ce que c'est quelque chose aussi que d'autres retailers sont en train de regarder? Oui, même plus que regarder, ils l'utilisent depuis des années. D'accord. Il y a beaucoup de clients qui sont passés sur Amazon Connect, qui est le centre d'appel dans le cloud d'Amazon, même avant Covid. Et la crise de Covid a fait accélérer en fait cette utilisation d'Amazon Connect qui permet à tous les employés, pour prendre les services, les appels des clients, de travailler de n'importe où, puisque Amazon Connect est un pur dans le cloud, donc il faut utiliser juste une interface web. Et ce qui a permis à beaucoup de retailers d'adapter leur centre client. Et c'est un service très important pour un retailer de pouvoir recevoir des appels clients qui demandent où sont leurs commandes, de changer une date de livraison, de changer un mode de paiement, de prendre une commande également. Et je peux citer par exemple Morrisons qui avait investi en 2019. Donc Morrisons, c'est aussi une chaîne de supermarchés plutôt alimentaire, hein, c'est ça? Une grande chaîne alimentaire en Angleterre qui a investi en 2019 sur Amazon Connect. Ils ont construit en seulement 8 semaines un nouveau centre d'appel dans le cloud. Et au moment du lockdown, en quelques jours, tous leurs employés ont travaillé de la maison pour continuer à servir leurs clients qui en avaient absolument besoin, surtout les personnes âgées ou les personnes en difficulté qui devaient commander leurs courses. Qui ne pouvaient pas nécessairement utiliser un navigateur web ou l'application Morrison, etc. Donc, c'est quoi la proposition de valeur Amazon Connect pour ces retailers? C'est justement la dématérialisation. On n'a plus besoin de matériel spécifique. Un laptop avec un navigateur, ça suffit pour recevoir mes appels et émettre mes appels? C'est ça la première valeur qu'ils voient? Oui, ça doit être la première valeur. C'est de permettre, encore une fois, l'agilité, de s'adapter aux situations imprévues comme le Covid, la réduction des coûts, parce que des centres d'appel, c'est un coût énorme au niveau physique. Et ici, on paye à la minute de conversation, quelque chose comme ça. C'est vraiment, s'il y a 0 appel, on paye rien, ou quasiment rien. On paye à la demande, et en plus, si on regarde un petit peu plus loin, c'est l'intégration des services AWS, comme les chatbots, les services d'intelligence artificielle, pour automatiser au maximum les centres d'appel et servir le client de façon la plus optimale et pas avoir 5 étapes de appuyer sur 1, appuyer sur 3, puis appuyer sur 2. Le client est reconnu par son téléphone. On peut même reconnaître sa demande vocale ou reconnaître son numéro de téléphone et reconnaître qu'il a une commande en ligne. En anglais, en tout cas. En anglais, en tout cas, effectivement. C'est le point souvent qui revient quand j'en parlais des clients français. Oui, mais le français n'est pas supporté au même niveau que l'anglais. On parle d'Amazon Connect comme un centre d'appel, mais si j'avais le product marketing ou le product manager à côté de moi, il me taperait sur les doigts, parce que c'est pas uniquement un centre d'appel, c'est omnicanal, donc c'est aussi bien du chat dans l'application, avec une API pour intégrer des chats dans vos applications à vous, que du téléphone. Enfin, voilà, il y a
même du SMS, il y a plusieurs canaux. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment démarrer avec Amazon Connect et établir votre contact center. C'est vraiment en 10 minutes, vous recevez un numéro de téléphone, vous définissez votre flux, justement le taper 1, taper 2 dont tu parlais, et puis qui te connecte avec une vraie personne qui décroche de l'autre côté. Enfin, si vous décrochez, c'est assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle on peut déployer un contact center dans le cloud. En préparant ce podcast, on parlait de toutes les technologies qu'Amazon avait inventées pour ses besoins propres et qui étaient à disposition des clients maintenant. Et il y en a une qui est juste magique que j'ai encore explorée ou essayée pendant mon voyage à Londres cette semaine. C'est ce qu'on appelle Just Walk-Out. Ce sont les magasins qui avaient ouvert il y a quelques années sous le nom Amazon Go. L'expérience client est assez géniale là parce qu'il n'y a plus de caisse, il n'y a plus de file d'attente. On rentre, on scanne un QR code qui est sur son application Amazon. On prend ce qu'on veut, où on veut, dans n'importe quel rayon. On s'est trompé, c'est pas grave, on le remet à la bonne place ou pas, ça compte pas vraiment. Et puis on sort. Et cette expérience est juste magique parce que la première fois qu'on fait ça, on a l'impression de voler quelque chose. Et encore cette semaine, donc j'y étais puisqu'il y a des magasins qui s'appellent Amazon Fresh maintenant à Londres qui implémentent cette technologie. Et je voyais des gens, j'observais les gens dans le magasin et il y avait un groupe de jeunes qui sortaient au moment où moi je rentrais. Et la nana disait oui mais est-ce que c'est tout? On sort? Et elle disait la même chose. Elle dit j'ai l'impression de voler des trucs. On est tellement conditionné de passer à la caisse. Il y a un aspect magique dans cette technologie. Qu'est-ce que les retailers peuvent tirer de cette technologie et comment ça marche? Je sais, c'est 2 questions, je ne devrais pas poser 2 questions. Commençons par une. Comment ça marche? Comment ça marche? C'est principalement par des caméras et quelques détecteurs sur les capteurs, sur les étagères. Mais c'est principalement du computer vision. Donc les caméras vont me surveiller dans le magasin, vont regarder ce que je prends. Les caméras surveillent. Et reconnaître ce que je prends. Exactement, elles vont surveiller tes mains et reconnaître que tu vas prendre un certain produit, reconnaître quel est le produit et l'associer à ta session, entre guillemets. Donc exactement comme panier une session, comme une session en ligne. Et là, on en revient aussi presque la fusion entre le en ligne et le physique. C'est une session dans un magasin. On est une personne et à la fin, en sortant, on sait déjà exactement tout ce que tu as pris ou reposé par ces caméras et ces modèles DAML, encore une fois, très, très poussés. Oui, énormément d'apprentissage machine là derrière pour reconnaître les produits qu'on a pris, qu'on a remis. J'ai déjà essayé des trucs, passer à un collègue qui était avec moi, voir qui va être facturé. Est-ce que c'est celui qui sort avec le produit? Non, c'est celui qui l'a pris. Ça a demandé à Amazon de nombreuses années pour arriver à cette technologie. De nombreuses années d'essais en interne, après d'essais en interne avec tous les employés, après un petit magasin Amazon Go à Seattle pour commencer, avant d'ouvrir des plus grands magasins. Et en fait, maintenant, on est arrivé à pouvoir revendre ce service en marque blanche, avec ce nom, comme tu l'as dit, Just Walk-Out. Ça veut dire que si je suis un retailer, je peux ouvrir une boutique aujourd'hui qui utilise exactement cette technologie-là, acheter la technologie à Amazon, l'installer dans mon magasin et offrir ça à mes clients. C'est ça ce que tu veux dire par marque blanche? C'est exactement ce que je veux dire et j'ai un exemple. On a un exemple maintenant à Londres, le premier magasin Sainsbury's, qui est un autre grand groupe alimentaire en Angleterre. Supermarché alimentaire. Supermarché de proximité et grand. Ont ouvert leur premier magasin dans le centre de Londres. Je t'invite à le visiter. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Ouais. Qui utilise la technologie Amazon Just Walk-Out, mais en marque blanche. Donc on utilise l'application mobile Sainsbury pour rentrer dans le magasin. S'authentifier quand on fait rentre ses dans courses exactement de la même façon. Et de façon, comme tu l'as dit, tout simple, on sort. Et on reçoit la note, j'ai peut-être pas dit dans mon exemple, mais on reçoit la note quelques minutes après par email et on peut contester. En tout cas chez Amazon, on peut contester, dire ah non ça c'est pas correct, j'enlève. Et j'ai pas testé ici chez Amazon Fresh, mais à l'époque où ça s'appelait Amazon Go à Seattle, ils remboursent, pose pas de questions. Si on dit que c'est pas bon, ils font confiance et ils remboursent, ce qui permet d'établir la confiance avec le système informatique. Il y a déjà des retours d'expérience de Sainsbury quant à cette technologie-là, ou plutôt des feedbacks de leurs clients? Je crois que les feedbacks de Sainsbury et des clients est très positif.
Et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est que aucun client va vouloir revenir en arrière. Une fois qu'on est passé par cette expérience de dire je peux acheter sans faire le passage à la caisse, sans faire la queue, surtout dans un endroit chargé comme à Londres, mais ailleurs, on n'imagine pas un seul client qui va dire finalement j'aimerais bien revenir à faire la queue et passer à la caisse. Amazon, vu la taille de la société et le nombre de domaines dans lesquels on est impliqué, on a une responsabilité sociétale également. Quand je parle de cette technologie à ma famille, à mes amis, et c'est encore arrivé cette semaine, on me dit « ouais, encore des métiers qui disparaissent et plus de caissières, elles vont être au chômage ». C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'employés dans un magasin. Ils sont juste pas à la caisse, ils sont dans tous les autres métiers dans le magasin. Gestion des stocks et aussi la relation approvisionnement et la relation client. On parle à des clients aussi pour avoir une meilleure relation client puisqu'ils sont plus à la caisse, ça veut dire qu'ils peuvent passer plus de temps à conseiller, recommander et s'assurer que le magasin est en continue de fonctionner. C'est vrai qu'il y a quelqu'un à l'entrée qui t'aide pour ceux qui n'ont pas l'application, qui ne savent pas où trouver le QR code, etc. C'est absolument pas inhumain, exactement. C'est un magasin très humain, presque plus, parce que tous les employés sont là pour aider les clients et s'assurer que les rayons soient agréables à voir. Et on a des données là-dessus. Les données de nos magasins Amazon Go, qui s'appelle maintenant Amazon Fresh, montrent que ces magasins utilisent le même nombre de personnel que les magasins traditionnels avec des caisses. Exactement. En fait, ça fait un peu au retail ce qu'AWS fait à l'infrastructure. On enlève les tâches de bas niveau, répétitives, ennuyantes, comme installer des serveurs, patcher, etc. Le boulot de caissière, c'est pas un boulot super... c'est très répétitif. Et on déplace ces boulots-là vers des tâches à plus forte valeur ajoutée que seuls les humains peuvent faire, le réapprovisionnement, la relation avec le client, le conseil, etc. Donc ça s'appelle Just Walk Out. Il y a d'autres exemples, je crois qu'il y a des exemples aux US dans des aéroports également. Oui, il y a un exemple d'un client qui s'appelle W.H. Smith, qui sont des magasins dans les aéroports. Ça, c'est plutôt des librairies, des magazines, exactement. Des livres. Le classique commerce dans un aéroport, librairie, sandwich, la bouteille d'eau et l'oreiller pour dormir dans l'avion, qui a ouvert son premier magasin Just Walk Out à New York, où on peut rentrer avec sa carte bleue, on scanne la carte bleue à l'entrée, on prend ce qu'on veut et on court prendre son avion. Incroyable. Excellent. Enfin oui, l'aéroport, c'est le use case excellent pour ça, parce que c'est l'endroit où on n'a pas envie de faire la queue, surtout quand on est un peu en retard. Donc on a parlé de 3 technologies qui viennent d'Amazon et qui dérivent vers les clients, tous les clients, mais spécifiquement dans le monde du retail. Le processing des data, la AML avec la prévision, la personnalisation, prévision pour la gestion des stocks plutôt, personnalisation pour la personnalisation de l'expérience client, pour les achats en ligne en tout cas, les centres d'appel et les centres multicanaux, notamment le téléphone, qu'on peut déployer dans le cloud, et puis vraiment spécifique au retailer plutôt, la technologie Just Walk Out, donc une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui permet de détecter automatiquement ce que vous prenez dans un magasin et vous permet de sortir sans passer par la caisse. On vous envoie la note automatiquement. Ça permet aussi, j'avais lu un article qui disait que ça permet de diminuer le vol dans les magasins, puisque par définition on ne peut plus voler, et il y a un pourcentage, je ne sais plus lequel il est, de coûts liés au vol dans les magasins, quelques pourcents du chiffre d'affaires qui disparaît, puisqu'il n'y a plus moyen de voler. Exactement, et parce qu'il y a beaucoup de clients ont fait depuis longtemps du scan, on peut scanner personnellement, et j'ai eu souvent la réflexion, c'est pas la peine puisqu'on a déjà ces scanettes pour les clients. En réalité, ces scanettes apportent beaucoup de vols plus ou moins intentionnels. Des fois, c'est juste l'enfant qui va mettre dans le caddie parce qu'il a envie de ses bonbons. Alors que là, c'est automatique, c'est pris en compte par l'informatique et donc ça réduit effectivement énormément la fraude. Quel est le futur ? J'aime bien terminer les épisodes du podcast avec cette question, puisque là on parle un peu de futur, même si c'est déjà présent, c'est un peu science-fiction quand on en parle jusqu'au moment où on l'a essayé et on y prend goût. Mais quelles sont les autres tendances que tu vois dans le futur, dans le monde du retail ? Et retail et cloud évidemment. Ouais, dans le monde du retail, je vois principalement 2 grandes tendances. Dans les centres de distribution, l'ajout de robotique et le déploiement de robots dans les centres de distribution. Donc ça, c'est pour préparer les commandes, c'est plutôt pour... C'est pour préparer les commandes, c'est pour
encore une fois, c'est aider l'humain. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'humain dans les centres de distribution. Ça veut dire qu'on automatise les tâches qui sont rébarbatives à l'humain pour optimiser les coûts et optimiser les centres de distribution. L'autre tendance... Et comment le cloud aide avec la robotique? Parce que la robotique, c'est très local, par définition. C'est physique, ça doit être dans un fulfillment center. Donc, quel est le lien avec le cloud? Donc, le lien avec le cloud, il est sur la partie développement. C'est-à-dire qu'on développe une fois et qu'on peut déployer cette application dans chacun des robots, sur la surveillance de ces robots, sur l'apprentissage, puisque les robots sont basés sur des algorithmes de machine learning qui ont besoin d'énormément de calculs pour être construits, adaptés. Et c'est là où la puissance du cloud est pertinente. D'accord, donc le monitoring des chaînes, le développement, le travail de préparation en amont pour apprendre, avec des gros guillemets, aux robots à faire des tâches. Donc, premier aspect d'investissement vers le futur, l'automatisation des chaînes de production, la robotique, c'est quelque chose qu'on voit déjà aussi, ça vient aussi d'Amazon, ça fait plusieurs années qu'Amazon utilise des robots. Quand tu dis que c'est le futur, c'est le présent, et pas du tout que Amazon. Par exemple, Ocado en Angleterre. C'est quoi Ocado? Ocado, c'est un retailer d'alimentaire qui aussi revend maintenant sa technologie sous marque blanche pour déployer des centres de distribution. D'accord. Et leur spécificité, si je me souviens bien de l'époque où je vivais en Angleterre, c'est que en ligne. Ils n'ont pas de présence physique. C'est une app et on commande par l'app. Absolument. Et donc leur technologie de fulfillment center, de logistique, est vendue maintenant à d'autres, et ils utilisent le cloud pour contrôler leur chaîne de logistique. Ils utilisent le cloud pour gérer toute leur chaîne de distribution, leur robot qui remplit les commandes clients, et ils utilisent le cloud, et en fait ça va être une transition sur l'autre sujet, pour avoir aussi du edge computing, c'est-à-dire que le déploiement de l'informatique est fait dans le cloud, mais également at the edge, donc dans leur centre de données, dans leur centre de distribution, pour des raisons de latence, pour s'assurer que la latence est minimale entre le robot et l'informatique, pour s'assurer que le centre de distribution continue de fonctionner même en cas de perte de connexion. Oui, donc ce sont les deux use cases principaux sur la déportation. Là où on déployait dans le cloud avant, maintenant on va déployer des applications au plus près du reste de l'équipement, vraiment dans l'entrepôt, comme tu l'as dit, pour minimiser le temps de communication avec les robots. Ce sont des chaînes quasiment en temps réel, donc il faut que ça réagisse à la milliseconde. Et puis en cas de coupure Internet, il faut que le truc continue de fonctionner, évidemment. Exactement. Et comment ils font ça pour déployer des applications à la fois dans le cloud, dans une des 26 régions, et à la fois en local? Voilà, je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau d'avoir de l'informatique en local. On a toujours eu ça. On a toujours eu des serveurs en local pour servir des applications. Donc l'intérêt est tout dans la partie contrôle et déploiement unifié. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça sur AWS? Donc en utilisant des services comme AWS Outpost ou Snowball. C'est quoi Outpost? Outpost, c'est des serveurs plus ou moins gros qu'on peut déployer dans son centre de données ou dans un magasin ou dans un centre de distribution, et qui devient une simple extension du cloud AWS. Et on peut déployer l'application exactement de la même façon qu'on la déploie dans le cloud AWS, ou at the edge, dans un magasin ou dans un centre de distribution, avec un contrôle unifié, en utilisant le SEM. La même console, la même de commande, etc. Le même centre de monitoring. C'est génial. Donc je clique sur un bouton dans ma console, je reçois un serveur quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, je branche le courant, le réseau, je simplifie un peu, et à partir de là, je le vois apparaître dans ma console comme étant une zone de disponibilité en plus dans ma région, et je peux déployer certains services en tout cas sur Outpost. C'est presque ça. C'est des serveurs qui sont managés par AWS, ils sont livrés fonctionnels, on branche au réseau, et il apparaît comme une cible de déploiement, de déployer ses containers, de déployer ses fonctions lambda, de déployer son stockage S3
sur le Outpost, exactement de la même façon que c'est disponible sur AWS. Il y a un épisode du podcast en français dédié à Outpost et je vous mets les liens dans les notes, donc regardez, scrollez un peu dans vos applications, dans les notes. C'est un épisode qui a peut-être 2 ans déjà, c'était un des premiers que j'avais fait, mais qui est toujours d'actualité parce que Outpost n'a pas changé, il y a plus de choix maintenant, mais si vous voulez aller dans les détails d'Outpost et de la configuration réseau et tout, allez regarder ça. Donc Outpost pour les retailers, pour les fulfillment centers, il y a d'autres use cases d'Outpost? Oui, il y a un use case aussi pour les magasins, et spécifiquement parce que l'année dernière, on a sorti des serveur plus petit d'Outpost. Une pizza. Enfin, un U. Moi, je parle en pizza box. Mais... Donc, une unité de rack. Pizza box, ou 2 pizza box, si tu veux. Donc, des formes qui correspondent exactement aux besoins d'un magasin pour déployer le minimum d'applications nécessaires à un magasin pour fonctionner. Et c'est quoi ça? C'est-à-dire un logiciel de caisse pour prendre les commandes, même si la connexion n'est pas disponible. Donc, la prise de commande, le catalogue, les promotions éventuellement et quelques services clients. Et on voit des retailers qui commencent à déployer ces serveurs. Ce qui permettrait à un magasin de continuer à fonctionner avec des applications cloud, sauf qu'elles ne sont pas déployées dans le cloud, elles sont déployées sur du matériel dans le magasin. Et donc ça permet d'imaginer une plus grande agilité pour ouvrir ou fermer un magasin. Ça devient au niveau IT simplement une nouvelle cible de déploiement. Ou par exemple, on a des clients qui pensent utiliser ça pour des magasins temporaires pendant un festival, par exemple, qui va être ouvert pendant une journée ou 2. On peut déployer ce service pendant une journée ou 2 de façon exactement de la même façon que c'est déjà disponible sur... Sans changer ni les procédures de contrôle d'accès de sécurité, ni les procédures de déploiement. C'est le même Terraform, c'est le même CloudFormation, peu importe ce que vous utilisez, la même console, la même ligne de commande, exactement. Les mêmes API, c'est juste le matériel qui est déplacé. Bastien, tu m'as convaincu que le cloud est une solution également pour le retail, avec tout ce dont on a parlé, l'agilité, la flexibilité, la processing des données, les contact centers, ou éventuellement les partenariats avec Amazon et Just Roll Code. Si je veux aller plus loin, les gens qui nous écoutent sont plutôt techniques. Si j'ai envie de commencer à réfléchir en termes de solutions adaptées pour les retailers sur AWS, où est-ce que je peux aller? Alors, je propose d'aller sur la démo qui s'appelle Retail Demo Store sur GitHub, et on mettra le lien dans la show notes. C'est une démo qu'on a développée il y a déjà plusieurs années pour montrer comment les services AWS connectés ensemble peuvent réaliser une expérience retail classique. Donc c'est quoi cette démo? C'est un online store? Je déploie Exactement, c'est un online store, c'est un site e-commerce que tu déploies dans ton compte AWS, c'est un CloudFormation template que tu déploies, qui contient tout ce que on peut imaginer pour un site e-commerce, un catalogue, un moteur de recherche, un moteur de recommandation, dont j'en ai parlé, de marketing, d'envoi d'email si tu as laissé ton panier sans commander, par exemple. On te rappelle. N'oubliez pas que vous avez un panier encore. Ouais, revenez. C'est aussi une plateforme de formation parce qu'il y a des workshops plus ou moins avancés, du niveau 200 jusqu'à 400, très détaillés sur comment implémenter un service de recherche, comment implémenter le moteur de recommandation en utilisant Amazon Personalize, ou en utilisant Amazon Pinpoint pour la partie marketing pour envoyer des mails et SMS aux clients. Et c'est une démo qu'on a aussi voulu orienter vers les partenaires. On a beaucoup de partenaires qui sont intégrés dans cette démo pour montrer comment un moteur de recherche ou un moteur de data platform, de customer data platform, de marketing comme Segment ou Optimizely peuvent être très simplement intégrés au service AWS pour faire une expérience client. Quand tu dis des partenaires, ce sont des solutions logicielles en SaaS disponibles sur AWS pour montrer l'intégration. D'accord. Exactement. Via Marketplace ou quelque chose comme ça? Via Marketplace et via des intégrations APIs. Je peux construire un magasin demain dessus? Ou ça reste la démo? Ou c'est productisable? Ça reste une démo, c'est pour ça que ça s'appelle bien Retail Demo Store, ça reste une démo, ça reste quelque chose qu'on a construit pour montrer ce qui est possible.
Pour construire un store, il faut aller sur les services AWS Solutions ou parler aux partenaires. Les partenaires consulting qui peuvent... Partenaires consulting ou partenaires qui fournissent des services de headless commerce, comme Commerce Tools, qui fournissent ces microservices en marque blanche. En marque blanche, qui fournissent le panier, la gestion des commandes, la gestion de la promotion. Et on a juste à ajouter notre front-end, notre spécificité sur notre marque pour servir un site e-commerce en littéralement quelques semaines. On a vraiment des exemples où les clients a créé un nouveau site internet e-commerce en moins de 10 semaines en utilisant ces services headless et en créant juste le front-end sur AWS. En créant les pages web et ou les applications mobiles, voilà. ou les deux. Comment le cloud peut aider le monde du retail et comment le monde du retail peut tirer parti des infrastructures cloud pour répondre aux exigences d'aujourd'hui, la scalabilité, l'agilité, le déploiement à l'international, si j'ai bien retenu les 3 points que tu avais au début. Bastien Leblanc, spécialiste solution architect pour le commerce de détail, le retail comme on dit en anglais. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous au prochain épisode vendredi prochain. On parlera des nouveautés des 2 dernières semaines dans le monde du cloud et d'AWS. Merci d'avoir écouté. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.